Good afternoon, and welcome to our daily press briefing online and live on EBS. Today is Friday, 19th of February. Let me start by sharing with you the agenda of President von der Leyen for next week. On Monday, the President will deliver a keynote speech at the European Semester Conference, Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union, which is co-organized by the European Parliament and the Portuguese Parliament. On Tuesday, she will deliver a keynote speech at the EU Industry Days, also via video conference. Later that day, she will participate via video conference in the launch event of the Global Citizen Campaign, a recovery plan for the world. On Wednesday, the President will chair the meeting of the College, and as you know already, I'm sure, on Thursday and Friday, she will participate in the video conference of members of the European Council. Now let me move to the HERA incubator. Following the Commission's communication on Wednesday announcing the creation of the HERA incubator, I can give you some operational details on its organization. The HERA incubator will be led by Mr. Pierre Delceau, Deputy Director General in DG Santé. Next week, it will be proposed to the College that Mr. Luc de Bruijn be appointed Special Advisor to Mrs. Kyriakides and Mr. Breton, so as to allow the HERA incubator to benefit from his experience in the pharmaceutical industry. Indeed, Mr. de Bruijn is currently Strategy Advisor to the CEO of CEPI, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, and has worked for 27 years at GSK, where from 2013 until 2018, he was president of GSK's Global Vaccines and was a member of the GSK corporate executive team. The industrial dimension of the HERA incubator will be run by Director Christine Schreiber from DG GROW, and the team will bring together staff from the DGs that are relevant to the HERA incubator's mission, notably, of course, DG Santé, DG GROW, DG RTD, the Joint Research Center, and others as needed. Administrative arrangements are being finalized, and the HERA incubator should start its work as of next week after Mr. de Bruijn's appointment. Then, I want to announce that following the President's suggestion in forming a contact group with the European Parliament on COVID-19 vaccines and her intervention in the plenary on 10 February, the President has asked Vice President Margaritis Schinas to coordinate the work of this group from the Commission's side. In this regular information sharing process, the exchanges will focus on key issues that will be defined together with the Parliament. These could include the state of play on the vaccine strategy, supplies, deliveries and deployment, the HERA incubator that I have just mentioned and preparing against new variants, the state of play of the export transparency and authorization mechanism, the global dimension including COVAX and disinformation around vaccines. Now, I will give the floor to Balázs, who has an announcement on our support via the Civil Protection Mechanism. Bonjour. Alors, l'Union européenne fournit une assistance rapide à deux pays par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Donc, d'un côté, la Roumanie a proposé divers équipements de protection individuelle pour aider la Moldavie à lutter contre la pandémie de coronavirus. L'assistance comprend notamment 1,5 million de masques chirurgicaux, 100 000 masques FFP3 et 100 000 combinaisons de protection. Cette assistance s'ajoute aux livraisons d'équipements de protection individuelle et de ventilateurs en provenance de Tchéquie au début de ce mois. En 2020, il ne faut pas oublier que l'Autriche et la Pologne ont déjà fourni une grande quantité d'équipements de protection individuelle et de désinfectants à la Moldavie. À part ça, l'Union européenne répond également à la demande de la Guinée pour fournir divers équipements de protection individuelle dans le contexte d'un nombre croissant de cas d'Ebola dans le pays. Par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de nouveau, la France envoie déjà aujourd'hui plus de 500 kits de protection contre Ebola à la Guinée. Bien évidemment, nous sommes prêts à fournir toute aide supplémentaire dans ce contexte. Merci beaucoup, Balázs. Finalement, en ce qui concerne les vidéoconférences de la journée,
Je vous rappelle que la présidente participe cet après-midi à la réunion de dirigeants du G7. Plus tard, elle fera un discours devant la conférence de Munich sur la sécurité, aussi par visioconférence. Et du côté du Conseil, les ministres de l'Éducation se réunissent pour une visioconférence informelle à laquelle participent le vice-président Margaritis Schinas et les commissaires Maria Gabriel et Nicolas Schmit. Les discussions porteront sur l'équité en matière d'accès, l'inclusion et la réussite pour toutes et tous dans le domaine de l'éducation et de la formation. Une conférence de presse avec la commissaire Gabriel aura lieu à la fin de la réunion vers 13h et sera diffusée sur EBS+. Enfin, pour information, le briefing technique sur les décisions d'adéquation sur les transferts de données vers le Royaume-Uni aura lieu à 14h aujourd'hui et non pas à 13h comme annoncé précédemment. Voilà qui clôture nos annonces. Avec ceci, nous sommes prêts à prendre vos questions et je passe la parole à Nima. Yes. Hi, Peter. Hi. Bonjour, Eric. Hi, everybody. My question is for Peter, actually. Iranian foreign spokesperson about U.S. willingness to attend 5+. I mean, through to JCPOA, just said 30 minutes ago, please lift sanctions, just act and lift sanctions. My question is the EU ready to take the first step? Peter. Well, thank you for this question. Well, the EU has taken that step already, and EU has lifted those sanctions which were imposed on Iran as a consequence. We lifted the sanctions as a consequence of Iran delivering on its obligations on the Iranian deal. So there are no EU sanctions that would be remaining against Iran, which would be in violation of our commitments or commitments of the European signatories of this nuclear deal. So I think you were referring to the US sanctions, which were introduced back after United States under the Trump administration left JCPOA and reintroduced these sanctions unilaterally. It's US sanctions, and they are not EU sanctions. Now, I guess you have seen or heard the signals from the United States regarding the sanctions and the steps the United States are doing, their decision to rescind the snapback at the UN and the lifting of also restrictions to Iranian diplomats. So you see signals from the US. So this is creating the space. This is creating the conditions to advance all these diplomatic efforts which have been ongoing over the last few weeks and reflected also in the declaration by the high-level ministerial meeting in December, which took on board or endorsed basically all the activities in order and with view of US eventually rejoining the deal. So this is one of the priorities we as the European Union, because the High Representative is the coordinator of the JCPOA, is of course working very hard to bring JCPOA back on track. And this includes bringing Iran back to the full compliance and seeing how we can bring back United States back to the table. Thank you, Peter. So we have opened the Foreign Affairs chapter of the midday briefing. So let's continue on that track. Please only keep your hand raised if your question concerns foreign affairs, donc les affaires extérieures. Christian. Oui, bonjour Peter, tu m'entends? Ma question, effectivement, est un suivi de la question sur l'Iran. Je voudrais savoir quel commentaire vous faites des prises de position iraniennes. Enrique Mora, le directeur politique du service d'action extérieure, a fait une offre de réunion. Où en est-on? Est-ce qu'on peut envisager une réunion au niveau technique, au niveau des directeurs politiques à brève échéance? Ça, c'est ma première question. Ma seconde question est plus spécifique. C'est vrai que Iraniens et Américains se renvoient la balle en disant « bougez les premiers, on bougera ».
Ça, c'est un jeu. Est-ce qu'on peut durer longtemps comme ça? L'autre, c'est que les Européens qui ont levé les sanctions sont très gênés pour agir en Iran du fait du principe d'extraterritorialité que vous avez condamné à multiples reprises à cette tribune et qui handicape les entreprises et les actions européennes. Est-ce que vous avez des signaux que effectivement cette extraterritorialité américaine, des sanctions américaines pourrait être le premier pas d'une levée des sanctions? Merci. Merci et bonjour, Christian. Comme je dis, nous avons répété pendant la dernière semaine que maintenant c'est le temps pour la diplomatie, pour l'engagement. Et c'est quelque chose que nous faisons avec beaucoup d'attention et très intense. Le député, le directeur politique, le monsieur Mora, qui est chief negotiator pour le dossier iranien maintenant, a indiqué notre disponibilité à convoquer une réunion informelle pour discuter les choses. Des discussions intenses sont en cours avec tous les participants des accords nucléaires et avec les États-Unis aussi. Et nous sommes prêts avec les représentants comme les coordinateurs de cet accord nucléaire à inviter les participants de JCPOA et les États-Unis à des consultations informelles pour discuter comment on peut avancer et trouver les réponses pour toutes les questions que vous aussi avez mentionnées. Donc, une rencontre, c'est possible, mais il n'y a pas aucune date. Dans ce moment, pour annoncer, le travail continue, l'engagement continue. Donc, les consultations informelles ne sont pas encore conclues. Et aucune invitation a été envoyée dans ce moment. Il reste toujours un travail de faire et nous sommes engagés dans cette activité. Et sur les sanctions, comme nous avons dit plusieurs fois, la principale préoccupation, c'est le retour par l'Iran à le respect complet de l'obligation liée à l'accord nucléaire. Et aussi, pour nous, c'est engagé pour voir comment on peut réussir la levure des sanctions américaines. Donc, c'est un sujet de la consultation, de travail très intense. C'est un objectif principal pour nous, pour voir comment on peut avancer. Merci beaucoup, Peter. D'autres questions sur les affaires extérieures pour Peter aujourd'hui? Łukasz. Łukasz, you have the floor. Okay, can you hear me now? Yes, go ahead. So I have a question on Belarus. On Thursday, a court in Minsk sentenced two Poland-based television Bielsat journalists, Katerina Andreeva and Daria Chultsova, to 2 years in prison for online coverage of the protests. So according to the court, they are guilty of organizing activities that violate public order. So my question is whether, do you aware of this and do you plan any reaction? Thank you. Thank you, Łukasz. Of course, we are aware and we were following this very closely and also saying our opinion on the go. And what we are seeing with these sentences is basically continuation of the shameful and brutal crackdown of the Belarusian authorities against Belarusian people, against human rights defenders, against activists, against civil society, and against journalists. These actions are unacceptable. They have to stop. We were very vocal about it on a number of occasions. We are calling on Belarusian authorities to respect the fundamental freedoms of speech and assembly of Belarusian citizens. And we are witnessing this continued intimidation, which has been escalated this week, not only with the sentencing of Katsiarina and Daria, but also by raids and home searches of activists, of members of civil society, human rights defenders, trade unions, and also a number of journalists. Again, this is unacceptable. We condemn all these attacks against the press, against the media and journalists in Belarus. We are calling on the authorities to stop targeting media and allowing them to do their job, because Katya and Daria were actually sentenced for doing their jobs, their journalistic jobs. So this is really just another action, another expression of Belarusian authorities to try to attempt to limit the free flow of information so that the Belarusian people are informed about what is going on.
And instead of intimidating and hindering the media and journalists in doing their job, the authorities should really focus on trying to find a solution to the crisis by starting immediately the nationwide inclusive dialogue to reflect the needs and desires and wishes of the Belarusian people. Thank you, Peter. We continue with questions on foreign affairs and we move to Odile. Oui, bonjour. On vient d'apprendre que la jeune manifestante birmane vient de décéder. On sait aussi qu'il y a eu un simulacre de procès avec le Aung San Suu Kyi. Pouvez-vous faire un petit point où vous en êtes dans vos réactions à la situation au Myanmar? Merci. Ah oui, bien sûr, tu as raison, Peter. Je passe la parole à Nabila. Oui, bonjour Odile. En effet, nous avons appris avec énormément d'émotion la mort de cette jeune birmane Mia Thetwan Kwang et nous exprimons notre sympathie à sa famille et à ses amis. Madame Miss Kwan a été apparemment, comment dire, aurait été abattue la semaine dernière lors de la violente répression des manifestations pacifiques par les autorités du Myanmar, au cours de laquelle de nombreux autres manifestants ont été blessés. L'Union européenne appelle une nouvelle fois les forces de sécurité du Myanmar à s'abstenir de toute violence à l'encontre des manifestants qui protestent contre le renversement de leur gouvernement légitime. Nous demandons également une enquête transparente soit menée sur cet événement et que les responsables de sa mort aient à répondre à leurs actes. Nous sommes solidaires du peuple de Myanmar et nous soutenons ces demandes de retour à la démocratie, au respect des libertés fondamentales, de ces droits de l'homme et un Myanmar pacifique et prospère. Encore une fois, je voudrais te répéter que nous avons un point sur le Myanmar lors du Conseil des affaires étrangères lundi. Les ministres débattront de la situation encore une fois, je te répéterai en fait que le haut représentant a parlé lors du débat au Parlement européen que toutes les options sont sur la table. Merci beaucoup. Nabila, y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui sur les affaires extérieures? Griselda. Ah, merci, c'est ça, excusez-moi. J'aimerais savoir le débat après le voyage de M. Borrell en Russie au Parlement a été assez dur pour le haut représentant. Est-ce qu'il attend lundi un soutien explicite des ministres des Affaires extérieures sur ce sujet? Merci beaucoup. Merci, Griselda. Je pense qu'on a dit presque tout sur la visite des représentants à Moscou. Et c'est aussi un sujet qu'on va discuter le lundi prochain dans le Conseil des affaires étrangères avec les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour nous? Griselda, follow-up. Merci. Je sais bien que le sujet sur l'agenda de la réunion, ce que j'aimerais savoir, c'est si M. Borrell attend un soutien explicite après la dureté du débat au Parlement, les signatures demandant qu'il s'en aille. J'aimerais savoir ça. Merci beaucoup. Merci Griselda. Pour le soutien, vous devez demander les pays individuels, mais vous avez, je pense, vous avez vu, écouté ou lu le soutien très fort que le représentant a reçu de la présidente de la Commission, de le président du Conseil européen. Et comme je dis, on va discuter la visite et les conséquences de cette visite à les relations entre l'Union européenne et la Russie le lundi prochain. Merci. Y a-t-il d'autres questions relations extérieures pour nous aujourd'hui? Natalia.
No, it's not on foreign relations, but I'm just waiting. Okay. Lily, foreign relations? That does not seem to be the case, or your mic source is not correct. Lily, is it on Hi, foreign can you hear me? Is it on foreign relations? Yes, I'm not sure if it's foreign relations or health or both. So there's a report that a senior U.S. administration official has said that the U.S. won't share any of the vaccines that it has purchased with poor countries before the majority of Americans are vaccinated. Given that EU officials have been discussing this challenge of helping poor countries, I was wondering if you have a reaction to this. Thank you. No, thank you. I don't think we have a reaction to comments that have been made by third countries. As you know, the president of the Commission will also be taking part in the G7 and will be making a certain number of announcements as concerns the European Union when it comes to support for COVAX and on the issue of support to poor countries when it comes to the vaccine rollout. This is what we are obviously focused on, and we believe that it is important for the international community to continue to mobilize in order to support poor countries to be able to access vaccines as quickly as possible. Now, I think that closes our chapter on foreign relations, and therefore I go back to Natalia, who had been patiently waiting. Natalia, you have the floor. Do you hear me now? Yes, indeed. Go ahead. Okay, good. So I wanted to ask about the social unrest in Spain. Yesterday it was the third night of protests and riots against the jailing of the singer Pablo Hasél. There was an attack by the protester against the headquarters of the newspaper El Periódico, but there was also police violence against peaceful demonstrators in Valencia. So I wanted to know if the European Commission is worried about this, if it's worried about the attack to the media in Spain, and also if it's worried about the social discontent on the situation of freedom of expression in Spain. And just to be clear, I'm not asking about any judicial decisions this time. Thank you. Thank you. I pass the floor to Adalbert, who's also replacing Christian. Hello, thank you for these questions, Natalia. What I can say is that we are, of course, aware of the protests. We have also repeatedly said that peaceful demonstrations are a fundamental right in all democratic countries. We support the right to peaceful protests, and we condemn violence of any kind. More generally speaking, when it comes to the issue of freedom of expression, it is for the member states to ensure the appropriate the appropriate framework for the exercise of this freedom, and we have trust in the Spanish institutions to do just that. Thank you. Thank you very much, Adalbert. We will continue now on the issues related to rule of law, freedom of expression, and more generally Adalbert's portfolio. Are there other questions in this area? Michaela. Attends, monsieur. Bonjour. Bonjour, Michaela, tu as la parole. Écoute, je m'excuse si cette question a déjà été posée. Je voulais savoir, concernant la vaccination des fonctionnaires européens en place à Bruxelles, comment ça se passe, quelle est la stratégie? Alors, selon le Centre fédéral des informations que je viens d'appeler, c'est pas clair et apparemment, pour pouvoir être assimilé au calendrier belge des vaccinations, un fonctionnaire européen doit être aussi résident belge. Quelles sont vos informations? Et est-ce qu'à ta connaissance, quelqu'un a déjà été vacciné de tes collègues, quoi, par exemple? Merci. Merci, Michaela. Nous étions sur le chapitre État de droit et plus généralement liberté de circulation, etc. Mais je crois que je ne me trompe pas si je dis qu'il n'y avait pas d'autres questions. Si, il y avait David qui avait une question, je crois.
Non, pardon, je pense que David, c'était aussi sur autre chose. Donc nous allons répondre à ta question. Balázs, à toi. Il faut que vous m'aidiez à organiser un petit peu le midday par thème, sinon c'est compliqué à gérer. Mais voilà, nous passons à cette question. Bonjour, donc je ne pense pas que j'ai vraiment de nouvelles informations à communiquer par rapport à ma dernière intervention et je ne pense pas que ce soit vraiment un dossier compliqué. Donc le point principal, c'est que le seul endroit où la Commission européenne va organiser une campagne de vaccination pour son personnel, c'est Bruxelles, c'est ici en Belgique, pour la raison simple que c'est justement ici qu'on a la capacité de mener une telle campagne à travers notre service médical. Donc, en faisant ça, bien évidemment, l'objectif est aussi de contribuer aux efforts collectifs qui sont menés en Belgique et au lieu d'envoyer nos employés vers les hôpitaux belges, on va contribuer aux efforts et on va leur proposer d'être vaccinés à travers notre service médical. Donc le principe, ce qui est très important, c'est qu'on va 100% aligner notre campagne sur la stratégie belge. Donc on va suivre les étapes qui constituent l'approche de la Belgique. Donc je ne sais pas s'il y a encore des détails que je n'ai pas encore couverts, mais voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Voilà, donc ce qu'annonceront les autorités belges sera la base, le fondement pour la campagne de vaccination de la Commission à Bruxelles pour son personnel, ni plus ni moins. Merci. Je reviens vers la question COVAX, car je vois que il y avait des questions, et notamment une question de Lorenzo sur ce sujet, avec David aussi. Ah, Michaela, tu avais un follow-up. Il faut que tu relèves la main alors, s'il te plaît. Vas-y. Oui, voilà. Excuse-moi, non, en fait, le point qui n'est pas clair, c'est est-ce qu'un fonctionnaire européen doit être aussi résident en Belgique pour pouvoir bénéficier des shots en Belgique ou pas? Parce que ça, le centre fédéral n'est pas clair là-dessus. Parce qu'ils ne savent pas, en fait. Ils n'ont pas cette information. Ils pensent que oui, mais ils ne sont pas sûrs. Bon, on est toujours qu'en Belgique, donc on ne s'étonne pas, quoi. Merci. Oui, donc voilà, donc la plupart de nos employés qui sont basés en Belgique, qui travaillent pour la Commission en Belgique, sont aussi résidents en Belgique. Donc la campagne, c'est pour les collègues qui soient résidents en Belgique, effectivement. Soyons clairs, d'après ce que je comprends, mais il se peut très bien qu'il y ait encore quelques zones d'ombre à éclaircir. C'est un processus qui est en cours, Michaela. Nous organisons un processus de vaccination, je parle sous le contrôle de Balázs, pour les fonctionnaires qui travaillent à Bruxelles. Maintenant, il revient aux autorités belges, bien entendu, de dire quelles sont éventuellement d'autres conditions qui peuvent devoir être d'application afin que ceux-ci puissent bénéficier de la vaccination. Mais donc, c'est pour dire que si on est un fonctionnaire de la Commission qui travaille sur un autre site de la Commission, dans un autre pays, comme par exemple le Luxembourg ou ISPRA en Italie, etc., la vaccination sera faite dans le contexte des campagnes vaccinales organisées par ces pays-là. Ils ne pourront pas se faire vacciner ici à Bruxelles. Y a-t-il des fonctionnaires européens travaillant à Bruxelles qui ne sont pas résidents à Bruxelles? C'est un cas de figure qui existe peut-être de manière extrêmement minoritaire, mais qui ne devrait pas avoir une influence majeure sur notre campagne de vaccination ici à Bruxelles, a priori. Voilà, j'espère que cela clarifie la question. Alors, je vois que Lorenzo a une question. Écoutez, je vous demanderai de lever votre main si vous avez des questions et ne pas de poser les questions aussi dans le chat en parallèle, sauf si vous avez un problème technique. Sinon, on ne va vraiment plus s'en sortir. Donc, je vais clôturer ce chapitre et vous avez de toute façon toujours la possibilité d'obtenir plus de détails de la part de Balázs sur cette question. En ce qui concerne, je reviens brièvement sur COVAX.
Et donc, effectivement, je peux vous confirmer que parmi les annonces que la présidente fera cet après-midi dans son discours, dans son intervention auprès du G7, il y a la proposition de doubler la contribution de l'Union européenne donc au programme de COVAX. Voilà. David, tu as peut-être une question de suivi là-dessus. Je vois que tu as ta main levée. Oui, merci Eric. Le président français, hier, dans une interview au Financial Times, a fait une proposition assez différente, c'est-à-dire de destiner le 5% des vaccins, des doses, pardon, que l'Europe et les États-Unis, mais en tout cas, mon intérêt c'est pour l'Europe, a en ce moment à disposition, à l'Afrique. Donc c'est quelque chose de différent par rapport à COVAX. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Merci. Je vais appeler Anna, mais ce qui est clair, c'est que nous soutenons par principe les propositions des États membres qui visent à partager des doses de vaccins auprès de nos partenaires, que ce soit absolument clair. Tu as raison de dire que ce n'est pas la même proposition, elles sont complémentaires l'une avec l'autre et ne s'excluent absolument pas mutuellement. Anna. Merci beaucoup pour la question, David. Donc, comme tu sais très bien, la Commission a déjà, en fait, il y a quelques semaines, proposé la création d'un mécanisme pour partager les vaccins de l'Union européenne et pour, bien sûr, donner la possibilité aux États membres d'y partager les doses qui ont été procurées dans le cadre des accords de rachat anticipés qui ont été négociés par la Commission européenne au nom du 27. Les discussions avancent avec les États membres et aussi on est en discussion avec les fournisseurs puisque eux aussi doivent donner leur accord pour rediriger des vaccins aux pays tiers. Concernant spécifiquement la proposition de le président Macron, c'est juste pour dire que c'est une des idées qui a été floated, si je peux dire comme ça, par la Commission européenne en fait à l'avance déjà en discussion avec les États membres, mais aussi c'est très clair que le principe de partager des doses, c'est une chose qui va être faite sur la base volontaire des États membres. Et donc à la fin, c'est une décision qui est dans les mains des États membres. Juste aussi peut-être pour terminer, vous savez très bien que la présidente de la Commission a soutenu très fort aussi les appels aux États membres à partager parce que c'est très clair que ça va nous aider à pouvoir break the cycle, je ne sais pas comment on dit ça en français, désolé. Pour pouvoir combattre les mutations. Le plus tôt, bien sûr, que les virus est entre nous, on va avoir plus risque de vaccination. Donc, c'est clair qu'on a besoin que les vaccinations commencent partout au plus vite possible. Donc, c'est pour ça que nous aussi, on a intérêt à soutenir les États membres dans cet effort. Et c'est pour ça que nous, on facilite cette discussion. Merci Anna. To float an idea, peut-être évoquer une idée, tout simplement. Voilà. Merci. On demandera aux interprètes s'ils valident cette manière. C'est validé, ils confirment. Voilà, merci. Et merci pour les efforts en français, comme toujours, à toi et à tous les collègues. Y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui sur la question des vaccins? Łukasz. Yes, I have a question on the vaccine deliverers. Go ahead. Polish Prime Minister said that week that the European Commission should use the economic power of the European Union to put pressure on the big pharmaceutical corporations with whom we signed an agreement on vaccine deliverers. He added that the European Union must definitely have more vaccines here and now to finally get rid of the pandemic. So my question is, what is current state of play when it comes to negotiations, talks with the corporations? Do you still put a pressure currently on the pharmaceutical business to deliver vaccines according to contracts? So what is the plan for the next weeks?
And my second question, some member states, taking into account these supply problems, delays, have started looking for their own vaccine purchase opportunities. So my question is, does the European Commission support it? Thank you. On the second question, I think we have answered this many times here in the press room, and we have said very, very clearly that you have two distinct situations. One, which is linked to the EU vaccine strategy and the portfolio of agreements that we have signed with a certain number of companies or that we are negotiating with companies when it comes to procurement of vaccines. And member states who are all participating in this vaccine strategy cannot, in parallel, negotiate contracts and deliveries of vaccines from those manufacturers. Now, that doesn't stop them. If they want to buy vaccines from another manufacturer that is not included in this, to go ahead, provided, of course, that this vaccine can be marketed in the European Union, which, as you know, normally requires a positive assessment by EMA and a marketing authorization by the Commission, with the exception of the emergency procedure. So I think that is very clear. On the first question, I would give the floor to Viviane, who is replacing Stéphane today. Thank you, Eric, and thanks, Lucas, for the question. Indeed, as you know, we are in constant contact with the member states about how it's going with them regarding the deliveries of the vaccines, as well as with the companies, to make sure that when it comes to the schedules of the deliveries, that the companies provide the estimations on deliveries on monthly and weekly basis, but also make sure that these deliveries actually happen. So that's something that is at the heart of our activities for the moment. And our colleagues, as well as the member states involved through the steering board, are very much involved in this to make sure that we have the agreements in place and that all the deliveries now take place as agreed. Thank you, Viviane. I think it's extremely important to stress once again that this is a common endeavor. It is not the Commission in its ivory tower, on a one-to-one dialogue with the companies. This is a process that involved the member states from the beginning and continues to involve them, including on the regular contacts with the manufacturers in order to obtain the vaccines. And let me stress one other thing. We have signed contracts for a significant number of doses. The issue is therefore less that of further doses of vaccines. It is a question of being able to obtain doses sufficiently early to continue to speed up the vaccination campaigns in the member states. And those are two somewhat different issues. Okay, let's stay on this issue. We move to Samuel. Oui, bonjour. Juste une question subsidiaire sur la distribution gratuite de vaccins aux pays les plus pauvres. Je voulais juste confirmer d'abord que la Commission n'avait aucun pouvoir en la matière, elle ne peut pas décider d'un certain nombre de doses ou de pourcentages par elle-même qui devraient être donnés gratuitement. Et ensuite, sur l'idée de donner 5% qui a été évoquée, sur quoi on se base pour arriver à cette estimation? Qu'est-ce qui pourrait justifier que 5% et pas plus ou pas moins? Est-ce qu'il y a des calculs qui ont été faits justement par rapport à l'immunité collective mondiale, des choses comme ça? Non, merci. Je crois sur la deuxième question, c'est une proposition de la France. Donc des questions sur pourquoi le pourcentage de 4 ou 5%, il faut les adresser aux autorités françaises. Nous soutenons le principe du partage d'un certain pourcentage des vaccins livrés aux États membres à nos pays partenaires. Et je repasse la parole à Anna sur ta première question.
Merci. Oui, donc exactement comme l'Éric l'a très bien expliqué, nous on avait proposé l'idée de partager un pourcentage de doses qui sont procurées par les États membres. Mais après, c'est ce qu'on a expliqué, c'est que c'est sur la base volontaire et les États membres sont libres de décider eux-mêmes combien de doses ou le pourcentage qu'ils sont capables de faire. Et on a vu la proposition de le président Macron dans ce sens-là. Donc c'est tout en ligne avec les discussions qui sont en cours. Concernant peut-être ta première question, tu sais que c'est en fait COVAX fonctionne pour délivrer des vaccins à tous les pays membres. Donc tu as les deux piliers, le pilier de les pays self-financing qui payent eux-mêmes, et après tu as le pilier de pays AMC, le 92 pays de revenus bas et moyennes. Et là, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui présente de directrices pour assurer que la livraison est garantie, en fait, la distribution équitable et global, équitable et juste, en fait. Donc c'est vraiment le WHO qui fait les directrices là-dessus. Merci. Samuel, tu as un follow-up. Oui, merci. Excuse-moi, non, j'avais compris que l'objectif des 5% avait été repris par Macron à la suite d'une proposition de la Commission. Donc dans ces cas-là, est-ce que la Commission a une cible différente, un pourcentage qui serait plus élevé ou moins élevé? Non, à nouveau, ça appartient aux États membres de décider. Nous, on a mis sur la table la proposition de pouvoir donner un pourcentage X de vaccins, de dosis des États membres, mais c'est les États membres après bien sûr de décider combien ou jusqu'à où ils peuvent faire. Et à nouveau, c'est sur la base volontaire. Donc les États membres sont libres, bien sûr, de décider eux-mêmes. C'est ce que c'est clair, c'est qu'on veut organiser tout ça dans un approach et un esprit de Team Europe, parce que c'est clair que dans un premier moment, peut-être le numéro de doses serait un peu plus limité, tant que les livraisons ne sont pas stabilisées globalement. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir un effort et un impact plus grand si on fait tout ça dans un esprit de Team Europe, donc tous ensemble. Merci, Anna. David. Oui, merci. Ma question, c'est sur le contrat AstraZeneca. Je ne sais pas si je peux la poser. Merci. Oui, vous aurez vu, pas votre contrat, mais le contrat du Royaume-Uni que le gouvernement britannique a signé avec AstraZeneca, pas 3 mois ou 4 mois avant l'Union européenne, mais le jour après l'Union européenne, avec tous les clauses, etc. Je voulais savoir si vous avez un commentaire à faire, si vous vous sentez en quelque sorte confirmed in vindicated, n'est-ce pas? Vindicated, merci beaucoup. Je ne sais pas en français, si le français c'est très bien dans votre position, merci. Merci David. Ça va devenir un vrai cours de langue ici, mais j'avoue que même le mot en français m'échappe pour le moment. Il faudra que nos collègues nous le disent après. Bref, écoute, nous ne sommes pas ici pour polémiquer. Nous l'avons dit, et j'espère qu'il est clair pour tout le monde que depuis le début, nous avons dit de manière extrêmement régulière ici sur le podium que ce qui nous importait, c'était que le contrat que nous avons signé avec AstraZeneca soit rempli et que c'était ça la base de notre engagement, que nous ne sommes pas dans une course avec d'autres pays, que nous ne sommes pas en train d'essayer de mener un conflit avec tel ou tel producteur de vaccins. Nous avons mené de bonne foi avec les États membres des négociations et nous avons conclu des contrats et maintenant nous nous attendons à ce que ces contrats soient remplis. Tout le reste, c'est du commentariat.
Alors, bien entendu, j'espère que vous vous rendez compte qu'un certain nombre de choses que nous vous avons dit depuis le début se révèlent complètement correctes. Mais ce qui nous importe à nous, c'est que nous puissions continuer le travail avec les entreprises et que celles-ci fassent les meilleurs efforts possibles pour remplir leurs obligations par rapport à l'Union européenne en ce qui concerne les contrats qui ont été signés avec nous. Bien entendu, nous regardons la situation et nous continuons, comme nous l'avons répondu précédemment à un de tes confrères, nos contacts avec l'ensemble des entreprises, y compris AstraZeneca, pour accélérer autant que faire se peut la livraison des doses qui sont prévues dans nos contrats. Quentin. Oui, c'est sur le même sujet. Je comprends que la Commission ne veut pas polémiquer, mais est-ce que tu peux nous indiquer si la DG Santé ou les services juridiques de la Commission ont regardé les vaccins britanniques et de savoir, entre guillemets, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'au-delà de certaines clauses qui sont très similaires, il y a aussi dans les clauses du contrat britannique, comme quoi les Britanniques voulaient quand même utiliser les usines européennes, ce qui était un peu une nouveauté pour nous, et aussi que le contrat britannique mentionnait aussi qu'il y avait une sorte que le AstraZeneca devait faire une sorte de priorité. Donc pour les Britanniques, le wording était un peu plus vindicatif, pour reprendre ton expression, par rapport aux Européens. Donc est-ce que tu peux me dire s'il y a quand même la Commission un avis juridique dessus et qu'est-ce qu'elle peut transmettre? Et après l'autre question, c'est est-ce que c'est aussi pas la possibilité pour la Commission européenne de aussi aller parler aux Britanniques, aux Américains, pour regarder finalement si les clauses de vaccin sont similaires, à quel point ça peut créer des problèmes industriels. Est-ce qu'il y a quand même une logique aussi de logistique qui est importante ici? Mais Quentin, bien entendu, nous regardons le contrat. Nous avons été intéressés de découvrir qu'il y avait une publication, mais aussi avec des parties noircies, ce qui montre bien que c'est une pratique qui est générale et pas limitée à l'Union européenne. Donc il faut aussi toujours faire attention, car on ne sait pas ce qui n'est pas révélé. En ce qui concerne le fait que des usines européennes puissent produire pour d'autres zones du monde, nous le savons très bien, puisque nous avons effectivement mis en place un système de transparence sur les exportations, puisque nous savons que des doses sont exportées. Et nous n'avons jamais dit qu'il fallait segmenter les lignes de fabrication des vaccins par zone géographique. Au contraire, la meilleure preuve, c'est que dans notre contrat avec AstraZeneca, il y avait des usines qui sont sur le territoire britannique. Donc rien de tout cela n'est nouveau. Par ailleurs, je te rappelle que j'avais eu l'occasion de dire ici qu'après le coup de fil qu'il y avait eu entre la présidente de la Commission et le Premier ministre britannique, nous avions eu des assurances sur le fait que les usines britanniques d'AstraZeneca pouvaient tout à fait livrer l'Union européenne sur base des contrats que nous avons. Et donc, c'est notre position. Elle n'a absolument pas changé d'un iota. Et nous sommes en discussion avec l'entreprise pour continuer à voir comment elle peut accélérer ses livraisons auprès de l'Union européenne. Continuons sur ce sujet. Catherine. Hi, Eric. My question is about the contact group with the European Parliament. You mentioned a wide range of issues they would be addressing, the strategy, delivery, deployment, etc. Will this contact group have full access to the advanced purchase agreements in unredacted form? Thank you. I cannot answer that question, Catherine. I think we have made an offer to the European Parliament on setting up this contact group, but clearly the contact group is not yet operational, and we'll have to define, as the letter says, the issues that it discusses and how it operates. As you know, from the beginning, we have said that we are in favor of full transparency of the contracts, except for very limited security-related reasons, and absolutely valid business secrets. But for the rest, it is an issue which we are open to continue discussing with the European Parliament. So watch this space.
Oliver. Hi. Concernant le contrat avec AstraZeneca, en vue de cette nouvelle révélation de ce contrat avec les Britanniques, que pensez-vous qu'est-ce que la Commission pense de l'argument qu'en fait, déjà le 17 mai, il y avait un accord entre AstraZeneca et l'université d'Oxford concernant l'utilisation du know-how, des résultats de la recherche de l'équipe de l'université. Et le jour après, il y avait une subvention du gouvernement britannique pour la production de cette ligne. Est-ce que ça change votre avis concernant la priorisation des livraisons à l'Union européenne vis-à-vis les livraisons vers les Britanniques? Merci. Parce que ça, c'est l'argument qui est maintenant mentionné par surtout les Britanniques. Merci. On finit par voir la tête qui tourne avec tous les arguments qui sont utilisés à droite et à gauche. Et pour nous, la situation est extrêmement simple. Et je la répète encore une fois, Oliver. Ce qui nous importe, ce n'est pas les contrats qui ont été signés par telle et telle partie à l'extérieur de l'Union européenne. Ce qui compte pour nous, c'est notre contrat. Dans notre contrat avec AstraZeneca, il n'est pas précisé qu'ils ont un contrat avec telle ou telle autre partie, etc., etc. Au contraire, il est dit qu'ils peuvent nous fournir des doses selon un calendrier, etc., etc. Nous demandons simplement à travailler sur la base de notre contrat avec AstraZeneca, pas en fonction des contrats qui ont pu être signés par AstraZeneca avec d'autres acteurs. Cela n'aurait pas de sens. Et dans le contrat, tu te souviendras qu'il y a des clauses sur le fait que l'entreprise est en mesure de respecter ce contrat et qu'elle n'a pas d'engagement qui l'empêche de le faire. Donc, pour nous, la situation est extrêmement simple et nous sommes en contact avec l'entreprise sur la base de notre contrat, pas de contrat qu'AstraZeneca aurait pu signer avec telle ou telle autre partie. Voilà, merci. Je ne vois pas d'autres questions sur ce sujet. Y a-t-il des questions sur d'autres sujets pour nous aujourd'hui ? Ça n'est pas le cas. Je vous remercie. Je vous rappelle donc qu'il y aura un briefing technique dans 1 heure sur les décisions d'adéquation sur les transferts de données vers le Royaume-Uni. Merci beaucoup et bon week-end.